Donc on va démarrer ce matin par une table ronde, mieux comprendre l'environnement pour mieux le protéger. On va un peu tricher, ce sera un peu plus mieux comprendre les océans pour mieux le protéger. Alors moi je m'appelle Rachel Arnoux, je travaille à l'université de Toulouse. Moi, mon métier c'est de mettre en relation surtout les scolaires, mais aussi parfois les bibliothèques, avec les acteurs de la recherche toulousaine. Alors, plein de gens m'ont dit Université de Toulouse, oui, mais laquelle? Alors, l'Université de Toulouse, il y en a plusieurs, effectivement, mais il y en a une qui est la communauté d'établissements. Donc, effectivement, moi, je travaille au service des 145 laboratoires publics de l'Académie. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de chercheurs, 17 000 acteurs de la recherche, 6 000 doctorants. Voilà. Donc, en fait, en général, quand vous demandez un sujet, on arrive à peu près à le trouver. Ce matin, on est réunis pour cette table ronde qui va durer 1h15. 1h15, ça va être très court, surtout vu la qualité de nos invités. Alors, je vais essayer, moi, d'être brève. Et l'idée, c'est de passer vraiment un moment de partage, que ce soit votre moment de dialogue à vous avec nos invités. Alors, les trois invités, je vais juste vous lire leur nom, puis on les présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, Corinne Bussy-Copin, Christophe Agnus et Frédéric Azémar. Donc, merci beaucoup d'être là tous les trois. Alors, en guise d'introduction, on n'est pas hyper nombreux, donc je vous propose qu'on fasse connaissance, mais qu'on fasse connaissance tous ensemble. Alors, on ne va pas faire un tour de table, sinon l'heure et quart va être passée, mais je vais vous poser quelques questions sur notre rapport aux océans, à l'environnement. Voilà. Alors, vous avez un marque-page. Je demandais de vous servir. Vous pouvez utiliser une autre feuille, hein, c'est pas un problème, mais voilà. Mais celui-là, on va bien le voir. Hein. Alors, on va commencer par une question toute simple. Donc là, je devrais voir tous les marque-pages se lever. Alors le but, en fait, c'est quand on est complètement d'accord avec ce que je dis, on peut lever son marque-page. Et puis si vraiment on est hyper d'accord, on peut même l'agiter. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous, parmi nous, qui apprécient l'océan? Waouh, carton plein! Wow, on a au moins un point commun, tous ensemble. C'est merveilleux. Il y a plusieurs manières quand même d'apprécier les océans. Alors, pour laquelle de ces raisons vous reconnaissez-vous? Est-ce que vous appréciez de passer des vacances en bord de mer, en particulier l'été? Ah bah, ouais. Bon, moi, je suis plutôt montagne. Bon, bref. Est-ce que vous appréciez les paysages et le cadre de vie de bord de mer? Wow, là, ouais, quand même. Une autre question. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous appréciez les activités nautiques, la voile, la plongée? Ouais, quand même. Là, quand même, on en perd. Hein. Est-ce que vous aimez le bar, le loup, le saumon? Les huîtres? Est-ce que vous appréciez les histoires de marins, alors qu'il s'agisse de 20 000 lieues sous les mers ou des histoires de Vendée Globe? Ouais. Alors, aurions-nous, parmi nous, une personne qui aime particulièrement raconter des histoires, que ce soit des reportages journalistiques ou bien des romans, une personne qui a créé sa propre maison d'édition Nautilus? Bienvenue, Christophe Agnus. Parmi nous, il y a peut-être aussi des personnes qui ont un rapport encore plus privilégié à l'océan. Peut-être des gens qui ont grandi en bord de mer, peut-être des gens qui ont des proches qui vivent peut-être de métiers en lien avec les océans. Ouais, c'est tout? Pas de pêcheurs dans la famille? Ah bah ouais, ah si quand même. Ok. Il y a même parfois des personnes dont le métier est d'étudier les océans ou les littoraux. Il y a peut-être même parmi nous un ingénieur de recherche en écologie, écologue,
qui étudie les relations entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres continentaux et littoraux. Bienvenue, Frédéric Azémar. Vous avez vu comment j'ai les mines. Alors, au-delà des aspects bien-être, plaisir, des services que peuvent rendre l'océan par rapport au métier, par exemple, vous êtes peut-être aussi conscient des services que l'océan apporte à la planète de manière globale. Est-ce que vous en êtes conscient ? Ouais. Carton plein. Mais nous avons peut-être aussi, parmi nous, une personne océanographe de formation. Une personne qui voue sa vie à sensibiliser ses prochains au monde des océans. Bienvenue, Corinne Bussy-Copin. Alors maintenant que nous avons fait un petit peu connaissance, vous avez remarqué, je ne suis pas la première à lever mon marque-page. Donc ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être expert du sujet pour animer une table ronde et pour inviter des gens de qualité dans vos médiathèques. Et donc vous êtes aussi beaucoup plus légitime que moi peut-être pour poser des questions. Voilà. Donc c'est votre moment d'échange. Alors comment on va faire ? Quand on a une question, on lève le marque-page. Et puis quand on a besoin d'un éclaircissement, ou d'une précision dans les médias, on l'agite, comme ça on s'interrompt et on prend votre question de suite. Ça marche pour les consignes ? Impeccable. Alors, donc je vous ai dit, nous accueillons Corinne Bussy-Copin, qui est océanographe, et vous avez travaillé pour le musée océanographique Albert Ier de Monaco, ou encore pour le Centre de la mer et des eaux rue Saint-Jacques à Paris. Vous êtes aujourd'hui en freelance et travaillez entre autres pour Génération Mer. Frédéric Azémar, donc ingénieur de recherche. Alors attention, c'est le moment institutionnel. Donc, ingénieur de recherche à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, membre du laboratoire écologie fonctionnelle et environnement qui est sous la tutelle du CNRS, de l'UT3 Paul Sabatier, de Toulouse INP, ENSAT. Et c'est un laboratoire aussi qui est fédéré par l'Observatoire Midi-Pyrénées. Alors ça, je le mentionne, l'OMP, parce qu'il y a 9 laboratoires à l'OMP et pas mal travaillent autour des océans. Voilà. Et puis Christophe Agnus, dont j'ai dit, journaliste, grand reporter, puis écrivain. Vous avez créé votre propre maison d'édition. Et puis, je ne vais pas énoncer tout votre CV, mais Christophe Agnus a sa page Wikipédia, donc vous pourrez aller le voir. Alors, pour se présenter, je vous propose je vous invite chacun à nous dire un petit peu comment cette passion de l'océan ou pour les histoires est née. Je vous donne la parole en premier, peut-être Christophe Agnus. Moi, c'est facile. En fait, je suis né à Brest. d'un arrière-grand-père marin, un grand-père marin et un père marin. Donc c'est assez, voilà. Il est tombé dedans quand je suis tombé dedans quand j'étais petit, et quand je raconte à mes copains qui ont vécu à Paris, qui ont grandi à Paris, que quand j'étais petit, quand je rentrais, j'étais en 6e et que je rentrais de l'école, enfin du collège, je descendais, je mettais l'optimiste à l'eau, j'allais faire un tour en bateau, quoi. Donc voilà, j'ai grandi au bord de l'eau, et la mer, avec mon frère, on a tendance à dire qu'on a de l'eau salée qui dans les veines, et tout ce qui peut se faire dans l'eau, j'adore, quoi. Voilà. Je fais de la plongée, je fais du bateau, je fais de la planche, je fais un peu tout ce qui peut. Voilà. J'ai pas d'autre raison que j'adore ça. Merci. Corinne Copin, donc conseillère scientifique, chargée de mission pour la politique des océans. Comment on tombe dedans ? Comment on ait cette passion ? Alors moi, c'est plutôt par rapport aux vacances, le lien à la mer, les vacances, et se rendre compte finalement plus tardivement qu'on est bien en regardant la mer. Donc moi, je reprends le sang qui coule, enfin l'eau salée qui coule dans nos veines. C'est plutôt l'apaisement du mouvement des marées. Alors moi, la mer, c'était la Bretagne, hein, donc, parce qu'en Méditerranée, il y a moins ce mouvement. Mais au final, Gilles Boeuf, qui est un grand scientifique spécialiste de la biodiversité, le dit, qu'on est sensible au mouvement des marées. Notre corps réagit
à la Lune, tout ce qui provoque les marées à cause de notre sang. Et moi, je pense que voilà, on a un lien. Alors, on le sait ou on le sait pas. Peut-être ça marche plus sur certaines personnes que d'autres, mais au bord de la mer, je trouve que c'est apaisant, je trouve que c'est curatif, je trouve que ce mouvement perpétuel, en fait, nous fait du bien. Frédéric Azémar, et vous, est-ce que depuis tout petit, vous vous posez des questions de pourquoi, du comment? Vous étiez déjà hyper curieux? Vous rêviez d'être chercheur tout petit? Alors, pas forcément d'être chercheur, mais tout petit, j'avais la fibre naturaliste. Alors, je ne suis pas né près de la mer. Je viens du Tarn, qui n'est pas connu pour ses plages. Mais par contre, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit et j'ai été bercé par les films de Cousteau. Et j'ai eu beaucoup de lectures, toute la série des livres de Cousteau et tous les reportages, j'ai tout dévoré. Et donc, du coup, je suis tombé amoureux du milieu aquatique, pas forcément de la mer, mais vraiment du milieu aquatique, qui m'a conduit ensuite à l'aquariophilie, puis la plongée, puis les études que j'ai menées sur l'hydrobiologie. Merci. Alors, on va vraiment entrer au cœur du sujet, mieux comprendre l'environnement pour mieux le protéger. Donc, je vais donner d'abord la parole à Corinne Bussy-Combin, puisque c'est elle la pédagogue du groupe, hein. Voilà. Et puis, du coup, je vais vous demander, en fait, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui vous semble vraiment essentiel qu'on retienne aujourd'hui pour vraiment mieux comprendre l'environnement quand on parle des océans? L'océan, en fait, c'est 70% de la planète. C'est surtout le régulateur du climat. Si actuellement, on a le climat qu'on a appris à l'école, toujours en primaire, c'est parce que l'océan fonctionne d'une certaine manière. Aujourd'hui, l'océan déborde, en fait, parce que pendant de très nombreuses années, on n'arrive plus à dire si c'est 30 ans, 50 ans, enfin depuis l'ère industrielle, il a absorbé nos rejets. Donc nos rejets de CO2, de gaz à effet de serre qui sont partis dans l'atmosphère, qui ont réchauffé l'atmosphère, mais en fait on s'en est pas rendu compte parce que ça a été absorbé par l'océan. Et aujourd'hui, l'océan, il ne peut plus absorber parce que justement son fonctionnement a été modifié à cause de toute cette absorption de CO2. Il a aussi absorbé la chaleur. Donc si vous voulez des chiffres, alors j'aime pas trop les chiffres parce c'est facile de se planter, mais c'est 30% de nos gaz à effet de serre ont été absorbés et c'est plus de 90% de la chaleur résultante de ces gaz à effet de serre qui ont été absorbés. Et donc, l'océan s'acidifie, l'océan se réchauffe. On parle aujourd'hui de la modification des courants marins. Je prends toujours l'exemple, et ça, je pense que Christophe ne va pas me contredire, c'est que le climat océanique que l'on connaît à Brest et qui est doux toute l'année n'est pas le même qu'à la même latitude, le climat à Montréal, où on a des hivers très forts, avec des températures négatives, des couvertures de neige imposantes, parce qu'en fait, nous, on a le Gulf Stream, le fameux, qui prend la chaleur dans le golfe du Mexique et qui arrive jusqu'au large des côtes bretonnes. Si ce courant était amené à être modifié, en fait, on perdrait sûrement notre climat doux. Après, aujourd'hui, ça dépend après ce qu'on veut comme climat. Sur le climat, c'est vrai, nous, on dit à Brest, on a deux climats, on a deux saisons, c'est l'automne et le 15 août. Donc effectivement, il y a la régulation du climat dont on n'avait pas parlé parmi les services rendus. Et puis, moi, je voudrais aussi donner un petit peu la parole à Frédéric Azémar, parce que lui... Voilà, une fois comment on obtient toutes ces connaissances, et du coup, vraiment, je m'adresse à l'ingénieur de recherche pour qu'il nous explique un petit peu quels sont vos sujets de recherche, et puis surtout comment on fait évoluer cette connaissance, comment on obtient des résultats, etc. Donc, ces connaissances sont acquises au travers de projets de recherche qui sont financés en grande partie par les États, par les différents pays. Donc, ouais. Donc, pour corriger déjà tout à l'heure, le laboratoire dont je fais partie, c'est le CRBE maintenant. C'est le Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'est assez récent, c'est pour ça que ça a changé. Donc nous, on est basé à Toulouse. On travaille plutôt sur les milieux continentaux, donc beaucoup sur l'eau douce, mais on va jusqu'aux milieux littoraux et côtiers. Nous, on essaie de répondre à des questions de société, en fait. Et les financements sont liés à ça.
Donc on répond au niveau du laboratoire à des questions sur la biodiversité, donc des questions sur la biodiversité, sur les écosystèmes et également sur les services écosystémiques, c'est-à-dire donc les services que rendent les systèmes, donc là comme la captation de la chaleur pour réguler le climat au niveau des océans, c'est un des services. Il y a l'épuration, il y a des quantités de services différents et on prend en compte aussi le bien-être. Et donc du coup, tous ces éléments sont sous le chapeau du réchauffement climatique et des activités anthropiques qui occasionnent donc un stress sur le système. Et non, nous, on travaille sur toutes ces relations-là entre ces grands changements climatiques et la biodiversité, les écosystèmes. Et donc, c'est essentiellement des demandes sociétales auxquelles on essaie de répondre. Donc, avec des financements qui nous permettent de mener ces projets de façon spécifique. Et c'est l'ensemble des données de l'ensemble des scientifiques qui permet de créer des modèles pour faire de la gestion de ces systèmes. Quand vous dites demande sociétale, ça veut dire que les questions vous arrivent ou c'est vous qui voulez poser les questions? Déjà, comment on se pose des questions quand on fait de la recherche? Les deux. On peut se poser des questions et rechercher ensuite des appels à projets pour les financer, mais on peut aussi avoir des questions qui sont directement posées par les pouvoirs publics auxquelles on est amené à répondre. Donc c'est dans les deux sens. On peut avoir les deux possibilités. Voilà, par exemple, un des projets sur lesquels on a travaillé, qui est l'estuaire de l'Escaut. Donc là, on est à l'interface entre le milieu d'eau douce et le milieu marin. On a travaillé sur ce système-là parce qu'il y avait une demande là, du gouvernement belge, notamment, pour étudier les effets en fait, des aménagements qui avaient été faits sur cet estuaire-là, qui est extrêmement anthropisé. On voit la dégradation qu'il y a sur ce système, qui est subi des pressions par les populations, par les industries, par les transports, puisque c'est un grand port maritime européen au niveau d'Anvers. Donc on voit les navigations qu'il y a, c'est un lieu économique très fort, également dans la partie eau douce. Et il y a eu dans les années 50 des inondations énormes, et ce qui a conduit en fait, pour protéger en fait, les populations à endiguer complètement l'estuaire. Et cet endiguement, on s'est aperçu qu'avec un défaut de connaissance qu'il y avait, et surtout un défaut de décision, ça avait provoqué en fait, une pollution énorme sur ce bassin, puisqu'on avait transformé un estuaire qui est naturel en un tuyau, tout simplement, où on annule quasiment toutes les activités biologiques. Donc là, c'est une demande du gouvernement de suivre les dégâts en fait, qu'il y avait eu par une mauvaise décision, et donc voir comment on pouvait modifier et changer donc, du coup, le mode de gestion de cet estuaire. Et grâce à ça, donc, du coup, on a fait des mesures. Moi, je travaillais sur le zooplancton, sur ces systèmes-là, où on voit à partir de 2017 des changements qui sont liés en fait, à des politiques de gestion. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi de vérifier en fait, que les politiques de gestion améliore réellement les choses et donc du coup de guider aussi pour ces politiques de gestion. On voit en 2007 un changement dans la communauté zooplanctonique d'eau douce. On voit, ce n'est pas les mêmes couleurs. Vous voyez le rouge qui apparaît sur le bas ici en 2007. C'est un copépode qui vivait normalement, c'est un petit crustacé qui vivait normalement dans l'eau saumâtre, qui ne pouvait pas vivre avant en eau douce et qui, depuis 2007, vit en eau douce parce que tout simplement, il y a une petite ville en Belgique sur laquelle ils ont mis une station d'épuration, c'est Bruxelles. Avant 2007, Bruxelles n'avait pas de station d'épuration. Tout était rejeté directement à la rivière et donc du coup à la mer. Et donc là, la mise en fonction en 2007 d'une station d'épuration a changé complètement les systèmes. Donc on est des observateurs en fait de ces politiques de gestion et on sert aussi à guider ces politiques de gestion. Donc c'est pour ça aussi que ce sont les institutions qui nous financent en grande partie. Donc spécialiste des contraintes aussi sur la biodiversité. Christophe Agnus, est-ce que en tant que journaliste, c'est le même type de questions que vous vous posez pour faire un reportage, par exemple ou, comment vous menez l'enquête? Alors quand je faisais, parce que j'en fais plus, j'ai arrêté le journalisme il y a quand même quelques années, mais non, en fait un journaliste il réagit à des situations.
C'est-à-dire qu'on signale qu'effectivement qu'il peut y avoir des gros problèmes de pollution quelque part, on va essayer de voir pourquoi. C'est vrai qu'on n'est pas missionné par des pouvoirs publics pour quelque chose, donc on va réagir à un fait divers, par une crue, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et moi j'avais travaillé notamment par exemple sur des choses comme un peu particulières, mais quand j'étais grand reporter, j'étais travaillé sur la marée noire qu'il y avait eu pendant la guerre du Golfe. Et là, voilà, vous avez une marée noire et on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle est dangereuse ? Est-ce qu'elle est vraie ? Parce que là, en l'occurrence, elle n'était pas totalement exacte. Elle était beaucoup moins grosse que ce qui était annoncé pour des raisons de communication. Donc, on réagit sur quelque chose. Et comment on enquête ? C'est d'aller voir des scientifiques, d'aller voir sur le terrain. D'aller voir si quelqu'un vous dit il s'est passé ça, on va voir sur le terrain pour voir si c'est vrai. Est-ce qu'on voit sur le terrain ce que les gens nous ont dit qu'on devrait voir ? Donc on va vérifier pour voir. Donc on doute en permanence. Un journaliste, il n'est jamais sûr de il est tout le temps en train de douter. Quand on lui dit quelque chose, il dit ouais, d'accord, pourquoi il me dit ça ? Voilà. Et il essaie de douter tout le temps. Et puis il essaie de croiser les sources jusqu'à se dire tiens, cette personne me dit est vrai, ce que personne est. Et puis voilà. Donc c'est un travail qui est long. Qui est malheureusement de moins en moins possible pour beaucoup de journalistes parce que le temps l'aurait de plus en plus compté. Mais j'ai eu la chance de faire des journalistes à l'époque où on avait du temps. Et donc on pouvait passer parfois 15 jours, 10, 15 jours, 3 semaines sur un seul sujet et aller voir tous les gens qui pouvaient nous informer. Voilà. Donc c'est un gros travail. Si on veut le faire proprement, c'est beaucoup de temps et de croiser des sources. Mais c'est passionnant en même temps parce qu'on passe son temps à apprendre. Donc moi j'ai adoré ça. Mais maintenant je fais écrire des romans, donc j'ai l'avantage d'avant que j'étais obsédé par écrire que des choses vraies, maintenant je suis obsédé par écrire que des trucs faux, et ce qui est extrêmement plus confortable. Mais même quand on écrit des trucs faux, je suppose qu'il y a des choses qu'on souhaite partager. Oui, qui sont essentielles à faire passer en termes de sujets, de thèmes. Bien sûr, mais quand on écrit, en fait, quand je dis qu'on écrit que des choses fausses, c'est pas vrai. On s'appuie sur des choses vraies et on invente une situation fausse avec des choses qui sont vraies. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai dans mes romans, je mets toujours de la mer et j'en ai un notamment qui est très écolo. L'Armée d'Édouard, c'est un thriller écologique et tous les données scientifiques sont exactes dedans. Donc il faut que les données scientifiques soient exactes pour une raison aussi très simple qui est une question de... d'abord, c'est une volonté, c'est de dire qu'on veut apprendre, on veut que les gens en lisant quelque chose qui est un divertissement quand même, un thriller c'est un divertissement, ils apprennent, ils s'éveillent à des choses, donc il faut que les choses soient vraies. Et puis il y a une autre raison qui est peut-être plus vicieuse, c'est que si ce qui est vérifiable est vrai, ce qui n'est pas vérifiable, le lecteur va penser que c'est vrai aussi. Donc ça vous permet de lui faire croire des situations en s'appuyant, si tout ce que vous dites qu'il peut avoir la possibilité de vérifier, un coup de Wikipédia, un coup de je sais pas quoi, si ça c'est vrai, il va se dire bon là j'ai pas les moyens de vérifier, donc je vais y croire aussi. Voilà. Donc ça permet que plus vous dites des choses vérifiables qui sont authentiques, plus ce que vous inventez va être cru. Voilà. Donc ça c'est juste quand on fait du roman. Mais c'est important aussi moi je pense que il n'y a rien de mieux que la littérature pour faire passer de l'information. Quand les gens veulent comprendre une situation, je dis lisez les romans. D'abord parce que c'est quand même plus drôle à lire qu'une publication scientifique, donc je suis désolé. Mais donc c'est plus facile, vous ouvrez un public plus large. On pourrait parler de 20 milieux sous les mers. Bon, honnêtement, c'est pas le livre que je conseillerais le plus. Il est formidable en termes d'inventivité, mais l'écriture est assez chiante. C'est une écriture du 19e. Jules Verne, c'est pas Alexandre Dumas. Voilà. Il écrivait quand même pas aussi bien qu'Alexandre Dumas, mais son inventivité, sa créativité était dingue. Et donc, si on veut voir en termes de... si on lit ce qu'il raconte, on est pris dans une histoire et on découvre ce que les scientifiques connaissaient à l'époque. Parce qu'il était très renseigné. Il ne dit pas d'erreur scientifique dans 20 milieux sous les mers. Et aujourd'hui, si vous lisez un roman qui s'appuie très souvent, c'est la meilleure façon de comprendre une situation tout en ayant en passant un bon moment, quoi. Et donc les romans, c'est formidable pour passer de la culture populaire. Je veux dire que c'est un outil de culture populaire extraordinaire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de romans qui sont aujourd'hui sur des bases d'environnement, sur des bases de mer, sur des bases etc. Et par ça, on arrive à amener un public qui n'aurait jamais lu
un livre scientifique sur ce thème-là, eh ben, on arrive à le sensibiliser sur ce thème, voilà, sur les thèmes, et notamment les thèmes marins que moi j'utilise beaucoup. Et dans mon dernier roman, La liste de l'écrivain, là, j'ai tout simplement un bateau qui traverse l'Atlantique notamment, enfin, et qui est pris au mois d'avril dans un cyclone, par exemple. Bon, ça paraît idiot, à part qu'il ne devrait pas y avoir de cyclone au mois d'avril. À part que maintenant, les cyclones, à cause du réchauffement climatique, apparaissent de plus en plus tôt. Donc j'utilise le roman pour sensibiliser à cette problématique-là, par exemple. Évidemment, je mets mon marin dans une situation un peu compliquée, mais ça permet de passer ce genre de message. Donc, c'est vraiment le roman permet de faire passer beaucoup de choses et de messages, de faire comprendre, voilà, c'est un outil formidable et grand public. Peut-être qu'on va revenir à la pédagogue. Hein. Comment vous faites entre les romans, les publications scientifiques pour vous aller sur la transmission? Oui, alors pédagogue par expérience, puisque moi j'ai une formation scientifique, donc c'est vrai qu'on a appris à l'époque. Alors moi j'ai un vrai problème aujourd'hui avec la bibliographie, puisqu'aujourd'hui, à l'époque, il fallait aller en bibliothèque, récupérer des articles qui étaient valorisés via certaines revues et pas d'autres. Et aujourd'hui, beaucoup de choses sont tellement accessibles sur Internet, dont des articles scientifiques, c'est un petit peu difficile finalement de savoir lequel faut lire. Il y en a beaucoup en plus. Et donc, au croisement des journalistes et des scientifiques, finalement, on peut réussir un peu comme une enquête. C'est une enquête, en fait, maintenant, la pédagogie, je pense, à trouver la source, à identifier la source, à identifier le contexte, à identifier comment c'est analysé par un journaliste. Et à partir de là, effectivement, on essaye de comprendre le processus et de le retranscrire en fonction des besoins, que ce soit dans des expos, des livres ou des interventions. En ce qui concerne l'océan, moi j'ai travaillé dans un petit musée pédagogique, donc en fait à l'époque on essayait plutôt, en fait on sensibilise les jeunes à la découverte du monde marin, donc c'est souvent en lien avec les classes de mer, la découverte de la biodiversité. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont en lien plutôt avec le réchauffement climatique, qui sont aussi des choses assez angoissantes, éco-anxieuses, et qu'il faut réussir à trouver un juste milieu entre, quand on parle de l'océan, à ne pas aller en disant ça va mal, on peut faire des choses, mais ça ne va pas assez vite, on ne sait pas ce qui va se passer, et donc il faut réussir aussi à sortir un émerveillement de l'océan. Donc peut-être qu'effectivement, la littérature, ça peut être un sujet. Vous avez évoqué le mot biodiversité. J'aimerais bien qu'on revienne. Alors, Christophe Agnus, en préparant, m'a dit « Vous racontez des histoires ». Alors, je vous propose tous les trois de nous raconter une histoire de biodiversité, quelque chose qui vous a touché peut-être. Alors moi, je vais commencer. C'est pas une histoire, mais en fait, on utilise souvent l'océan. On dit qu'il faut le préserver. Pourquoi ? Parce qu'il nous amène donc de nombreux services. Donc, pour ceux qui mangent du poisson, à l'alimentation, le bien-être, on en a pas mal parlé. Donc, source d'emploi, le transport maritime, et ça a été aussi évoqué, la régulation du climat, la protection des côtes, la biodiversité. En fait, c'est des écosystèmes marins, et vous avez les mangroves qui protègent l'érosion du littoral face aux événements extrêmes. Lors du tsunami en 2004, il me semble, ça a été prouvé que les îles qui avaient leurs mangroves encore intactes ont été moins impactées que celles qui avaient construit des grandes barres d'hôtels sur les plages. Donc une mangrove en bonne santé, un écosystème marin, ça protège du littoral des populations humaines. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la biotech, enfin les biotechnologies et les découvertes des molécules grâce aux animaux marins. Et en l'occurrence, moi, mon anecdote, elle est liée un petit peu à mon expérience et à mon travail à l'Institut océanographique. Donc, en 1903, le prince Albert Ier de Monaco, qui était précurseur des sciences océanographiques et navigateur, a fait des recherches sur un animal qui trouvait régulièrement au large des Açores.
Et donc, il constatait que ces marins, en triant les chaluts, avaient les mains rouges, faisaient des syncopes, et donc se trouvaient très très mal au contact de cet animal, qu'on appelle la physalie ou la galère portugaise. C'est une espèce de méduse. Il a fait venir un médecin sur un bateau, qui finalement, en étudiant l'animal, alors je passe les étapes, hein, tout ne s'est pas fait sur le bateau, il a découvert que plus on était piqué, plus on réagissait. Et il a mis en avant le processus de l'allergie, qui n'était absolument pas connu de l'époque, puisqu'on venait juste de découvrir la vaccination. Et on n'imaginait pas qu'on puisse découvrir l'inverse du processus médical de la vaccination. Et le médecin qui a travaillé avec le prince Albert a eu un prix Nobel de médecine en 1913 grâce à cette découverte. Et il y en a d'autres. Je raconte une histoire qui s'est passée, là, qui m'avait bien marqué, qui était une histoire des années, à la fin des années 70. Il y a un petit sous-marin d'exploration américain qui s'appelle l'Alvin, qui était organisé, enfin pas. C'est le Woods Oceanographic Institute qui le gérait aux États-Unis, et ils vont plonger sur ce qu'on appelle une faille, donc dans l'océan, une faille, parce qu'ils avaient découvert l'année avant qu'il y avait des sources d'eau chaude. Des sources, et puis des sources dans lesquelles ils avaient, d'après les prélèvements, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait que du soufre, il n'y avait pas, l'absence totale d'oxygène. Et donc ils décident d'aller voir un peu ce qu'il peut y avoir, à quoi ça peut donner. Et puis il y avait à l'époque la théorie la conviction même, que la vie ne pouvait pas exister sans oxygène. Pas du tout. Et donc ils plongent en 79 sur cette zone-là, mais ils plongent avec l'Alvin, donc qui est habité. Donc il y a des scientifiques, et ils ont un moyen de communication qui est très très lent, mais ils arrivaient quand même à communiquer avec la surface, très lent, par des ondes radio. Et puis ça se passe par donc 2 à 3 000 mètres de fond, et le scientifique qui est au fond, il arrive sur la zone, donc normalement totalement vide de vie, et il envoie un message qui dit dis-moi, ici là, il n'y a pas d'oxygène, donc normalement il n'y a pas de vie. C'est ce qu'on sait. Et les mecs répondent non, il n'y a pas de vie. Et il dit ça grouille. Voilà. Et là, on a découvert qu'il pouvait y avoir de la vie sur Terre sans oxygène. Et ça, c'était une découverte fondamentale, parce que ça mettait en cause tout ce qu'on savait, notamment en termes de biodiversité marine. On pensait que c'était strictement impossible. On a découvert qu'il y avait des organismes qui avaient même une vie énorme. Enfin, si vous avez déjà vu des vies, enfin, à quoi ça ressemble autour des fumeurs, ça grouille littéralement de vie. Et c'est une vie qui se faisait où le soufre, en fait, jouait un rôle à la place de l'oxygène. Et ça, pour moi, c'est le genre de choses qu'on peut découvrir. Et je rajouterai juste une chose. Un jour, j'ai demandé à un scientifique qui me disait qu'à chaque fois qu'il plongeait, alors c'était à Woods, le Monterey Bay Aquarium, qui est un MBARE, qui est un extraordinaire aquarium centre de recherche qui est de Monterey, qui a la baie de Monterey en Californie, a une caractéristique très particulière, c'est que dans la baie, il y a une fosse qui descend jusqu'à 3000 mètres. Vraiment, donc les gens ils vont faire des plongées à 3000 mètres à un quart d'heure du bord de mer, quoi. Donc ils vont, dans la journée, ils vont envoyer un robot à 3000 mètres, ce qui est le seul endroit au monde où quasiment on peut faire ça. Parce qu'elle est vraiment à 300 mètres du bord, hein, la faille. Et donc, il disait qu'à chaque fois qu'il plongeait, il trouvait une espèce nouvelle. À chaque fois. Il dit c'était un truc régulier. Et je lui demande, et je demande à d'autres, combien il y a d'espèces inconnues. Aujourd'hui, on estime, en grosso modo, il y a 3 millions d'espèces connues sur la Terre, hein, mer et terre. Et ils me disent, quelque part entre 1 et 10 millions. Voilà. Il y a entre 1 et 10 millions d'espèces inconnues. Donc vous voyez, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc la mer est une source permanente de découvertes. Et je finirai juste sur le truc, c'est que il y a une quinzaine d'années à peu près, je crois, un photographe, Laurent Balesta, est allé plonger au large de Nice. Et quand je dis pas au large, à 100 mètres, hein, du bord. Juste à 100 mètres du bord. Il a fait un mois de plongée à 100 mètres du bord, mais au lieu de faire comme tout le monde et de rester à 20 mètres ou à 30 mètres sous l'eau, comme la plupart des photographes, parce qu'après, il n'y a plus de lumière, donc ils ne descendent pas trop profond. Puis c'est compliqué, la plongée en bouteille, au-delà de 60 mètres, ça devient compliqué. Lui, il plongeait avec un recycleur qui lui permettait de descendre jusqu'à 200 mètres. Et il a fait des plongées pendant un mois à 100 mètres du bord de la plage de Nice. Vous voyez, 100 mètres. Hein. Vous y allez à la nage tranquille et vous revenez, quoi. Au milieu de la crème solaire. Comment ? Au milieu de la crème solaire. Au milieu de la crème solaire. Et lui est descendu à 100, 150, 200 mètres. D'accord ? Et il est revenu, il a fait une exposition photo extraordinaire et avec des espèces qu'on ne connaissait pas.
qui était juste à 100 mètres du bord. Voilà. Donc c'est ça. La mer, c'est une source hallucinante de découvertes et de surprises. Moi, ce ne serait pas une histoire scientifique, mais aussi une histoire sur la plongée. Je suis aussi moniteur de biologie marine et de plongée. Et j'ai beaucoup plongé avec des enfants. Et j'ai toujours été surpris par l'effet que pouvait avoir la biodiversité. Donc, étant moniteur de biologie marine, j'ai toujours tendance à montrer en fait, le vivant et pas simplement me cantonner à la technique. Donc, j'ai toujours été impressionné par l'effet que pouvait avoir la biodiversité en fait, comme apaisement en fait, pour les personnes qui viennent découvrir ça. Et j'ai souvent plongé avec des enfants qui venaient de banlieues parisiennes, amenés par des centres de loisirs parce qu'ils ne pouvaient pas y aller en famille. Donc quand ils arrivent, ce sont des enfants qui sont extrêmement excités, extrêmement tendus, c'est très compliqué à gérer. Et puis dès qu'on les met à l'eau et qu'on leur montre des choses, on soulève un caillou, on montre une petite bête, une ophure, un petit crabe. De suite, il y a un apaisement qui se fait qui est très très rapide. Et au bout d'une semaine de stage, de formation comme ça à la plongée, on voit un apaisement qui est très très impressionnant et très, très caractéristique et qui est noté par tous les animateurs. Donc cette biodiversité, souvent c'est une découverte pour eux, ils s'y attendent pas du tout. Ils s'imaginent qu'il faut descendre très profond pour voir des choses, alors que déjà dès les premiers mètres, en soulevant un caillou, il y a énormément de choses. Au départ, les plongées se font au pas de course, entre guillemets, donc empalement à toute vitesse pour couvrir un maximum de zones. Puis à la fin de la semaine, en fait, ils restent sur 3-4 mètres carrés à regarder toutes les petites bêtes. Et c'est vraiment très, 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 très impressionnant le contraste qu'il y a entre le début et la fin de ces stages. Christophe parlait des océans profonds, avec effectivement donc, jusqu'à 10 millions d'espèces qui ne sont pas connues. Les océans profonds, on en a exploré que 5% déjà. Donc ça laisse aussi entrevoir la quantité qui reste encore à découvrir. En fait, c'est plus compliqué d'aller dans le fond des océans que d'aller sur la Lune. Il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune que dans au plus fond des océans. Voilà. Juste ça comme et évidemment plus de gens qui sont allés sur l'Everest qu'à 4000 mètres, quoi. Je peux rajouter pour la connaissance, vous connaissez l'expédition Tara. Ils ont fait une expédition en lien avec le plancton. Et ils ont travaillé avec l'ADN environnemental. Et donc, en passant tous leurs échantillons à l'ADN environnemental, ils ont découvert qu'il y avait 10 millions de potentiels de vivants. Alors, pareil, toujours le chiffre, je ne sais plus si c'est 10 millions, mais un chiffre extrêmement important de potentielles espèces que nous ne connaissons pas encore, qui n'ont pas été décrites, mais qui sont du vivant potentiel, en fait, et qui ne correspondent à rien de ce qui est connu actuellement. Donc, en fait, c'est difficile, mais on sait que c'est énorme. En fait, la connaissance des espèces que l'on peut avoir est essentiellement liée à où est-ce qu'on est allé les chercher, en fait. Qui est allé les chercher, où est-ce qu'on est allé les chercher. S'il y a un spécialiste des méduses, on va bien connaître les méduses autour d'un son aire de recherche. S'il y a un spécialiste des crabes, on va bien connaître les crabes. En fait, on ne connaît que ce que l'on cherche. Et il y a énormément de choses qui passent totalement inaperçues parce qu'on ne les cherche pas, on ne les voit pas. Puis il faut savoir ce que c'est que les sous l'eau. On ne voit rien. Enfin, dès qu'on a passé les 50-60 mètres, on ne voit rien. Donc, on voit juste ce qu'on éclaire. Et dans un écosystème donné, est-ce qu'on sait l'évaluer ? Alors, poursuivre, ne serait-ce que poursuivre. Depuis l'utilisation de l'ADN environnemental, dont on vient de parler, l'ADN environnemental, c'est en fait pour étudier ça, on prélève de l'eau, on filtre de l'eau, et on détecte, on amplifie en fait l'ADN qui est présent dans l'eau. Donc on ne va pas forcément trouver l'organisme lui-même, mais par contre on trouve des traces, en fait, son ADN qui est libre dans l'eau. Et donc du coup, ça a considérablement augmenté en fait, le nombre d'espèces que l'on pouvait détecter à un endroit donné. Alors ça, c'est le moment de science-fiction, hein. Mais c'est science-fiction réelle, on sait faire ça. Donc on prélève de l'eau, on arrive à faire le séquençage d'ADN de ce qu'on trouve. De là, on en déduit quelles espèces il y a. Ouais, alors vous saviez ça ? Il y a l'histoire du phoque moine en Méditerranée, où effectivement les populations ont été décimées et sont très restreintes. Et en fait, on les traque un peu. Et il y a un endroit où on a trouvé un échantillon d'eau et on a su que le phoque moine était passé. Et donc, on imagine qu'ils sont peut-être un peu plus nombreux qu'on espérait ou qu'il y a peut-être une autre population. Donc, derrière, il y a plein d'hypothèses qui sont soulevées et ça donne du travail pour les chercheurs et les explorateurs.
Et ça, c'est valable pas uniquement en milieu marin. Je travaille également sur des insectes, notamment des mouches qui se développent sur des cadavres. Et on a trouvé dans les Pyrénées là, une mouche qui avait été signalée éteinte parce qu'elle n'avait pas été vue depuis 186 ans. En fait, elle n'était pas éteinte, elle était là, mais il n'y avait personne pour l'observer. C'est un peu la grande théorie que quand un arbre tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour le regarder tomber, il n'est pas tombé, quoi. Je veux dire que il faut avoir observé la chose. Moi, ça fait penser à une histoire, moi, justement à Monterey, ils avaient par hasard, ils étaient tombés sur le cadavre d'une baleine qui était morte de sa belle mort. Hein. Les baleines, quand elles meurent, elles tombent, elles vont tout au fond. Et elle était en parfait état, elle était sans doute morte récemment. Et donc l'aquarium de Monterey, enfin pas l'aquarium, le centre de recherche de Monterey, ils avaient mis des caméras. Ils ont mis des caméras pour prendre une photo tous les jours, par exemple. Et ils l'ont laissé se décomposer comme ça pendant 2 ans. Et ils ont découvert plein d'espèces qu'ils ne connaissaient absolument pas et qui venaient se nourrir sur le cadavre de la baleine. Voilà. Donc c'est en permanence, ils découvrent des nouvelles choses. Puis, si vous voulez une belle histoire aussi, c'est celle le calmar géant. Le calmar géant, qui est un animal dont on connaissait l'existence parce qu'on l'avait trouvé sur des plages échouées ou dans des filets, etc. Et le plus grand, je crois, faisait 17 mètres, le plus grand qu'on a retrouvé. Et donc 17 mètres, je ne sais pas si vous voyez le truc, ça commence à faire grand. Mais on ne l'avait jamais observé. Et les Japonais, là, après des années à essayer de le traquer, ils ont réussi à le filmer, un calmar qui est venu prendre une proie. Ils avaient mis un truc pour l'attirer avec une caméra et ils l'ont filmé, je crois que c'est autour de 400 ou 500 mètres. Mais c'est un animal on a peut-être 20 secondes de film sur lui, quoi. Et il est là, on sait qu'il est nombreux, on sait qu'il est très présent parce que notamment on a trouvé des traces de combat sur les cachalots parce que le cachalot essaie de le manger et lui il se défend et il y a eu donc il a laissé des marques sur des cachalots, mais c'est un animal c'est un peu mythique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est là mais on le voit jamais et il fait 17, peut-être plus. On n'a aucune idée de sa taille réelle, jusqu'à quelle taille il peut aller. Donc il y a des animaux comme ça qui sont extraordinairement mythiques et qui ont nourri les fantasmes des hommes pendant des années. Il y a une carte du XVIe siècle qui est incroyable, ou même du XVe siècle, je crois, qui est incroyable, qui représente les océans tels qu'ils les imaginaient et tous les monstres qui y habitent. Voilà, c'est hallucinant, elle est très drôle cette carte parce qu'en même temps aujourd'hui, et en fait c'est des fantasmes des gens et quand on parlait de 20 milieux sous les mers, mais 20 milieux sous les mers, il y a 2 scènes qui sont animales qui sont impossibles. C'est il se fait attaquer par des baleines, il se fait attaquer par ce qu'il appelle des pieuvres qui n'existent pas. La pieuvre n'existe pas, il faut quand même le savoir. Il y a c'est un mot que tout le monde utilise, mais qui n'existe pas biologiquement. Il y a des poulpes, il y a des seiches, il y a des calamars, mais il n'y a pas de pieuvre. La pieuvre est un animal inventé par Victor Hugo dans les Travailleurs de la mer et qui n'existe pas. C'est un animal fabriqué par Victor Hugo, quoi. Et aujourd'hui, vous pouvez aller voir, j'étais allé dans un aquarium en Bretagne, ils avaient mis la pieuvre. J'ai dit non, vous ne pouvez pas mettre ça. Voilà. Parce que c'est un animal qui n'existe pas. Mince. Et donc sur la fiche de Cap sur les océans, parce que moi j'étais persuadée que c'était une pieuvre. Hein. C'est ou un poulpe ou un calamar, voilà. C'est un poulpe, sans doute. Oui. C'est un poulpe. Voilà. Un poulpe. Très bien. C'est quoi la différence dans ce cas-là ? La pieuvre est un animal qui est inventé par Victor Hugo, qui est très agressif, qui est grand, très grand, et qui va attaquer l'homme. Voilà, parce qu'il voulait un monstre, il avait besoin d'un monstre dans les Travailleurs de la mer, il avait besoin d'un monstre. Et donc il va attraper les jambes du pêcheur pour essayer de l'emmener au fond, etc. Vous n'avez jamais vu un poulpe faire ça, quoi. Un poulpe, c'est gentil et c'est très intelligent, c'est un animal très intelligent et voilà. Donc lui, il avait fabriqué, il avait besoin d'un monstre et là, il l'a inventé. Ouais, mais c'est tout. Le nom, alors je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, mais le nom, j'avais lu que le nom de pieuvre était le patois local pour le nom du poulpe. C'est ça, ouais, c'est ça. Et voilà, donc, il a dérivé du nom patois. Et c'est devenu après un nom commun réutilisé. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des projets de recherche sur des espèces porteuses d'avenir, mais qui ne sont pas
parce que j'avais cru lire qu'il y avait une espèce sous-marine qui était phosphorescente et qui permettrait d'être une source d'énergie. Voilà. Alors, source d'énergie, c'est des études encore. Alors, des animaux qui sont phosphorescents dans les abysses, c'est quasiment 90% des espèces là connues qui sont phosphorescentes. Donc il y en a énormément. La phosphorescence vient essentiellement de bactéries, donc du coup, qui sont utilisées, qui produisent la lumière avec un composé qu'on appelle la luciférine. Et effectivement, donc il y a des travaux sur tous ces organismes-là pour déjà comprendre pourquoi il y a cette bioluminescence, à quoi ça sert, comment elle est utilisée. Donc ça peut être utilisé pour attirer des proies, ça peut être utilisé aussi pour faire fuir aussi, de façon opposée. Et donc du coup, cette source de lumière peut être une source, peut être utilisée potentiellement donc, du coup, pour des applications à terre. Mais donc là, les études sont en cours là-dessus. Ouais. Mais il y en a pas mal. Oui. Oui, et moi je peux rebondir. Donc là, ça serait pour faire de la lumière, mais en fait, il y a aussi une protéine qui a été isolée d'une méduse, qui est devenue en fait un outil médical qu'on appelle le microscope du 21e siècle. C'est la protéine fluorescente verte. Qui attend donc en l'isolant d'une méduse parce qu'elle faisait de la lumière, il l'utilise en l'injectant dans les animaux de laboratoire ou pour suivre des maladies, et donc il l'appelle le microscope puisque quand on a mis en place, quand on a observé la vie sous un microscope au XXe siècle, on a découvert tout un univers qu'on ne cherchait pas et qu'on ne voyait pas, et donc aujourd'hui avec ce suivi inoffensif, peut-être pas, mais en tout cas sans tuer des souris et poursuivre des maladies ou des connexions neuronales, en fait, c'est devenu un outil médical hyper important qu'on appelle donc ce microscope du 21e siècle, la protéine fluorescente verte. Je le dis pas en anglais, je suis nulle, mais c'est GFP, je crois, et qui a reçu aussi un prix Nobel en deux années d'intervalle pour cette découverte. Alors, il y a des applications sur la fluorescence parce qu'il y a une société qui travaille à faire des sortes de colonnes Maurice, vous voyez, des colonnes pour remplacer l'éclairage urbain et qui soit pour que. Bon, alors, c'est pas aussi fort évidemment, mais ça permet d'éviter d'être dans le noir complet et évidemment totalement bio parce que utilisé avec de l'énergie solaire pour donner de l'énergie, etc. Donc il y a des recherches. Et juste pour une petite histoire, il y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de passer un peu de temps dans un sous-marin. Et quand on est ressorti en pleine nuit, vers minuit, on est sorti, et l'avant du sous-marin avançait donc en pleine mer, on était en Atlantique, et tout l'avant s'éclairait à chaque fois que le sous-marin avançait avec justement les méduses qui, avec la vitesse, devenaient brusquement luminescentes, et c'était extraordinairement beau, quoi. Voilà. Ça peut être vu sur nos plages aussi méditerranéennes, des petites algues, les noctiluques. Et donc, du coup, quand on agite l'eau devant soi, on a plein de petits poils lumineux qui s'agitent. Donc, allez sur les plages la nuit, mettez un masque, bougez l'eau devant vous, et il y a de fortes chances que vous voyez des noctiluques pendant l'été. Ouais. Quand on suit un plongeur en plongée de nuit, qu'on éteint les lampes, on se reçoit plein de spots colorés comme ça, c'est assez joli. Juste masque tuba, c'est tout. Ouais, masque tuba. Alors peut-être quelle heure est-il ? Peut-être une dernière question qui va, je pense, vous intéresser, c'est donc vous êtes tous les trois des militants quand même de la protection de l'océan. On peut dire ça comme ça. C'est difficile de ne pas l'être. Voilà. Mais peut-être des conseils pour agir déjà à notre échelle dans nos bibliothèques avec les publics. Peut-être des pistes. Vos pistes ou les vôtres de pistes. Est-ce que vous avez déjà fait des opérations comme ça pour vulgariser dans vos bibliothèques, dans vos médiathèques ? Donc ça, dans les médiathèques, je pense que ça peut se faire au travers de conférences comme ça, d'informations. Le village où j'habite, ils font ça régulièrement, des petits séminaires, des petites réunions, des projections de films avec des commentaires, des débats. Donc on trouve toujours des scientifiques qui peuvent venir, des associations également. Vous avez aussi les clubs de plongée où il y a des moniteurs de biologie marine dans les clubs qui peuvent aussi intervenir pour vulgariser et faire reconnaître le milieu marin. Donc ça, c'est des pistes qui sont assez faciles à trouver. Pour la fête de la science, il y a 2 ans, j'avais invité justement Lisa Jacquin qui travaille à... je ne sais pas si c'est dans votre laboratoire. Au CRBE, c'est le même laboratoire maintenant. On a fusionné. Ouais. Voilà, et du coup, elle avait présenté ses recherches, notamment en eau douce, sur
donc elle utilisait le terme de changement climatique. Et du coup, le changement de couleur et l'adaptation, dont le changement de couleur physique des poissons et de leur adaptation au milieu. Et justement, j'avais été assez surprise. Ça avait suscité beaucoup de questions du public et beaucoup d'échanges. Elle était venue, elle avait un PowerPoint, donc elle présentait beaucoup son équipe de recherche, comment elle faisait justement pour évaluer ces changements, etc. Et effectivement, ça avait bien marché et ça avait été assez simple à organiser du coup. Et je n'avais même pas eu besoin d'être modératrice, donc c'était assez... voilà, c'est une idée... Moi, je veux bien rajouter qu'en fait, on en a discuté quand on a préparé la table ronde, le fait de parler de l'océan à Toulouse, ça pouvait sembler étrange. Donc, on a vu passer la photo là, avec les courants marins. C'était une projection un petit peu spéciale, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui était centrée sur l'Antarctique et qui montrait finalement que l'océan était connecté, mais indépendamment qu'il y ait un océan mondial, en fait, il est connecté au cycle de l'eau par tout le cycle de l'eau et de tous les bassins versants. Et donc, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, ce qu'on fait, ce qu'on rejette, arrivera forcément à l'océan. Et l'océan nous rend des services, quel que soit l'endroit où on est sur la planète. Donc, c'est important de sensibiliser, en fait, sur tous les territoires sur l'océan. On y reviendra tout à l'heure avec la présentation d'Anne-France sur Génération Mer. Mais c'est aussi... et à Toulouse, vous avez... Enfin, voilà, je ne vais pas vous apprendre votre territoire, mais depuis très longtemps, moi, je connais des acteurs toulousains qui sont essentiels à la recherche en océanographie. Donc, vous avez Mercator Océan, le CLS, qui pose des balises sur les animaux, et sûrement d'autres que je ne connais pas encore. Ça veut dire qu'on étudie beaucoup l'océan depuis l'espace aussi. Voilà, et même à la Cité de l'Espace, on parle de l'océan, il y a des méduses qui sont présentées. On utilise des méduses avec des petits capteurs. On arrive maintenant même à poser des capteurs sur les méduses, alors que c'est 98% d'eau. Il y a des grosses méduses qui font 2 mètres de diamètre, qui suivent les courants, et ça permet d'obtenir de la donnée. Donc en fait, l'océan, l'intérêt, c'est qu'on peut le prendre sur par plein de disciplines, par plein d'émotions, que ce soit la littérature, l'histoire des sciences aussi. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes sur l'histoire des sciences. L'exploration, la photographie, la connaissance, le médical. Aujourd'hui, il y a quand même des médicaments anticancéreux qui ont été découverts en étudiant des éponges qui viennent de l'océan. Dans le phytoplancton, il y a une algue qui arrive à faire du verre à température ambiante, alors que nous, on est obligé d'utiliser beaucoup d'énergie pour faire nos bouteilles. Enfin, voilà, on peut tout faire avec l'océan. Moi, je pars du principe que le premier truc, c'est de faire aimer, c'est de faire connaître et aimer. Et l'océan est absolument extraordinaire. On en a donné des exemples. C'est vrai que moi, j'ai longtemps vécu en Bretagne et maintenant j'habite pas loin, ici, à 25 km de Toulouse. Et les gens me disent: qu'est-ce que tu fais à Toulouse pour écrire sur la mer? Je dis: mais je suis dans la capitale de l'océanographie spatiale. Voilà. Donc je détourne un peu le truc. Mais c'est vrai que le premier truc pour moi très important, c'est de raconter des histoires pour faire aimer. Parce qu'on a envie de protéger ce qu'on découvre et qu'on aime. Donc les histoires, il était une fois, et on raconte des choses, c'est le truc le plus efficace pour tenir les gens d'abord en haleine. Et on leur raconte une histoire, et on peut leur raconter des histoires de science, des histoires de scientifiques, des histoires et tout peut se raconter par Il était une fois. Et ça, c'est donc moi, le conseil que je vous donne, c'est: vous avez en plus des sources extraordinaires dans les médiathèques, parce que vous avez des livres, hein, vous avez même souvent des vidéos, vous avez plein de choses. Et autour de ça, vous pouvez faire des moments où quelqu'un vient raconter une histoire, que ce soit des scientifiques, que ce soit des auteurs, etc. Et c'est par là que les gens rentrent dans un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément, se mettent à découvrir ce monde et à la fin l'aimer. Et quand on aime quelque chose, on a envie de le protéger. Voilà. Pour moi, d'abord, il faut que les gens découvrent, aiment, et après, ils auront envie de protéger. La mission des scientifiques, c'est d'acquérir de la connaissance, de créer de la connaissance, mais c'est aussi de la partager. Donc on la partage entre scientifiques au travers des publications scientifiques, mais aussi, on a aussi une mission de vulgarisation. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour ça aussi que la semaine dernière, j'étais dans une école et j'ai fait des présentations sur les océans à toutes les classes de l'école, une école élémentaire. Donc ça fait partie de ces missions-là. Et vous, vos missions aussi, c'est
de relayer en fait cette information, je pense. Et c'est la mission de chacun, pas que des médiathécaires, mais quand on a une information, il faut la partager et pour que les gens s'approprient en fait cette connaissance-là. On ne peut pas, je pense, adapter nos modes de vie sans avoir fait cette démarche déjà de connaissance et d'appropriation des connaissances. Alors, on a une belle table à l'entrée avec plein de livres sur les océans, mais peut-être que vous pouvez aussi partager votre conseil lecture. Il y en a tellement, le problème, parce que... Alors, le scoop peut-être, le scoop de cet été. Ah, comme mon livre. Non, parce que je sors effectivement alors là, c'est un plaisir que je fais j'ai un photographe de mer, je vous invite à découvrir, qui s'appelle Evan Le Bourdet, qui a pour moi a changé la façon de photographier la mer. Et depuis, il se trouve, de 3 ans, j'écris les textes de ces livres. Et là, on fait quelque chose un peu particulier tous les deux, c'est-à-dire qu'on sort 2 livres qui ont le même titre, la même direction artistique, le même sujet, qui sont les sous-marins, c'est pour ça que j'étais en sous-marin. Et seulement lui sort un beau livre, 40 cm de large, 228 pages, vous voyez, gros bouquin, fabriqué dans le Tarn, ici, avec un des meilleurs imprimeurs de beaux livres en France, Escourbiac. Et donc sur les sous-marins, ces photos sont à tomber, je peux vous en montrer quelques-unes. Et moi je sors, donc ça fait 228 pages, grand format, et moi, 228 pages, un roman qui se passe entièrement dans les sous-marins, et dans un sous-marin, et les 2 livres vont sortir ensemble. Voilà. Ça, c'est bon, évidemment, je vous conseille de lecture, c'est formidable. Mais sinon, il y a plein d'autres livres. Lisez sur la navigation, lisez Conrad. Typhon de Conrad est un bouquin extraordinaire. Lucien Laubier, écrit sur les micro-organismes, enfin sur la vie dans voilà, c'est extraordinaire. Enfin, il y a plein de très bons livres. Du coup, moi, je vais citer Jacqueline Goy, qui est une spécialiste des méduses au Muséum d'histoire naturelle et qui m'a fait découvrir l'histoire des sciences. Et elle a écrit sur l'histoire de l'océanographie à travers l'Odyssée d'Homère. Elle a écrit les leçons d'océanographie à travers Jules Verne, d'un milieu sous les lumières. Et elle a surtout commis un ouvrage avec une expo qui s'appelle Le miroir de Méduse et qui montre comment toutes les méduses, en fait, sont des animaux hyper importants au niveau de l'évolution, et surtout le nom des méduses est en lien avec la mythologie grecque. Et en fait, quand on ne veut pas faire de biologie, quand on ne veut pas forcément s'intéresser à la science, il y a tout une transdisciplinarité à travers cet ouvrage qui est passionnant. Ça s'appelle Le miroir de Méduse aux éditions Apogée. Je ne sais pas s'il est encore possible, mais vous l'avez peut-être déjà dans vos bibliothèques. Juste avant, parce que je pensais à l'Odyssée, mais il faut savoir qu'il y a plein d'expressions aussi qui viennent de la mer. De passer de Caribe en Scylla, ça vient de l'Odyssée, quoi. Et c'est un courant qui fait passer d'une zone à l'autre dans le détroit en Sicile, et qui emmenait les bateaux de Caribe en Scylla et qui les emmenait s'échouer. Voilà. Et donc de Caribe en Scylla, ça vient de la mer. Voilà. C'est une expression qui vient de l'Odyssée et de la mer. Moi, quand j'étais petit, j'ai aussi lu beaucoup les livres de Jules Verne, toute la collection aussi. Donc, c'était une écriture effectivement assez scientifique, ça, mais j'avais cet esprit-là, donc du coup, j'ai adoré. Et là, en travaillant là, sur les présentations sur les océans avec l'école, j'ai découvert le livre de Gaël Almeras, qui sera présent aussi à Scientilivre, et qui est un livre qui est vraiment excellent pour la vulgarisation auprès des enfants. Il est très très bien fait, c'est très complet. Il y a beaucoup de choses à tirer dedans. C'est un livre vraiment recommandé pour les enfants. Une dernière recommandation, c'est Mère de Hugo Verlhomme. Mère, qui est un roman fantastique de Hugo Verlhomme, qui est vraiment un livre extraordinaire et qui se passe entièrement sur la mer, dans la mer. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de cette table ronde. Peut-être qu'on termine quand même sur un moment de poésie. Peut-être un petit mot. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors pour le coup, celle-ci, elle s'appelle Pélagia, c'est la méduse de Méditerranée. Elle est particulièrement urticante et reconnaissable à sa pigmentation violette là, sur son chapeau.
Elle est aussi de plus en plus présente en Bretagne avec la chaleur et tout ça. Mais les méduses, en fait, c'est fascinant. Donc j'ai déjà expliqué pourquoi. Et si vous les regardez tourner, alors effectivement, quand on se baigne sur les plages, c'est un peu effrayant. Mais quand on les regarde tourner en aquarium, c'est un peu la sensation que je décrivais au début d'apaisement. En fait, on est fasciné. Elles dansent. Et puis voilà, c'est quand même un des premiers animaux qui a un pseudo-cerveau, qui a un œil, alors qu'on dit qu'elles n'ont pas d'yeux, voilà, et donc qui sont hyper importants pour l'évolution. Et alors, si vous avez la curiosité, c'est pas les méduses, il y a Monterey Aquarium, ils ont une collection extraordinaire de méduses, mais il y a un photographe qui s'appelle David Doubilet, qui est un photographe formidable sous-marin, et qui est allé dans un lac, je crois que c'était à Palau en Micronésie, et le lac a l'avantage, c'est qu'il est bourré donc de méduses qui ne sont pas urticantes. Elles sont pas urticantes. Donc il a fait photo dedans où le photographe est entouré de méduses. La photo est absolument incroyable. Voilà. Donc, les méduses, c'est parce que ça fait peur en même temps. Donc, quand on voit cette photo, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et la photo n'est pas du tout. Il ne risque rien. Alors là, c'est une photo d'Alexandre Semenov. Oui, je le note parce que je l'ai piqué sur Internet. Alors, au laboratoire, on a chaque année des appels à l'aide de mères complètement affolées parce que dans les lacs de leur commune, ils se retrouvent avec des méduses et ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y a des petites méduses aussi en eau douce. C'est les lacs toulousains. Là, vous avez le lac de la Rainerie. Chaque année, il y a une prolifération de méduses, par exemple. Il y a énormément de lacs ici, notamment avec le réchauffement aussi des eaux. C'est de plus en plus fréquent. C'est une petite méduse d'eau douce qui s'appelle Craspeda. Urticante? Non. Et elle arrive souvent parce que en fait, c'est Théodore Monod qui s'était, je crois, penché sur le sujet en se disant mais comment les méduses d'eau douce peuvent arriver dans des lacs. Et en fait, elles voyagent en kyste sur les pattes des oiseaux. C'est une méduse qui a été découverte pour la première fois dans des bassins à Londres, les bassins du Regent's Park. Et donc, on ne trouve les deux sexes de ces méduses uniquement en Asie. Partout ailleurs, on trouve soit que des femelles, soit que des mâles, et donc elles se reproduisent uniquement par parthénogenèse à partir des polypes qui sont fixés au fond. Oui, on n'a pas le temps de parler du cycle des méduses, mais c'est fascinant. On pourrait rester des heures. On n'a pas le temps, on pourrait rester des heures avec chacun de vous trois. Moi, j'ai envie de poser une question. Qui va organiser quelque chose sur la mer? Ah bah super. Je propose qu'on pose cette question à différents moments de la journée pour voir si là on est à 5, si en fin de matinée on est à 10 et si en fin de journée on est à 20. Voilà, le but c'est que tout le monde fasse quelque chose, sache quoi faire à la fin de la journée. Je voulais vous remercier, vous tous, pour votre attention, votre écoute. Merci beaucoup Corinne, Christophe et Frédéric. Ça y est, je ne dis plus que les prénoms. Pour ce moment partagé. Et puis merci à nos organisatrices.